Bonjour, il y a quelques temps, il y a genre quelques semaines, j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille qui m'a posé plein de questions. Elle m'a fait une liste de plein de questions, elle était assez inquiète sur sa rentrée en prépa. Donc je lui ai répondu et je me suis dit, en fait, ce serait pas bête de faire une vidéo qui réponde à toutes ces questions-là pour que ça puisse aider tout le monde, tous ceux qui sont curieux, qui ont des questions à se poser avant de rentrer. Et en gros, les questions portent principalement sur c'est quoi la prépa éco, quels sont les concours, comment ça marche, comment on s'y prépare, comment est-ce qu'on vit l'échec, qu'est-ce que je fais si je me sens pas capable de faire prépa, etc. Donc voilà, je pense que ce serait pas mal qu'on se pose un petit peu ensemble et qu'on en discute pour que vous ayez des bonnes infos pour la rentrée. Alors déjà, c'est quoi la prépa éco? C'est 2 ans de préparation, comme vous le savez. Vous allez étudier différentes matières pour vous préparer au concours des écoles de commerce. Les écoles de commerce, il y en a, je ne sais plus exactement combien sur le concours, mais il y en a quand même pas mal, je dirais peut-être 20, 25. Ce sont toutes des écoles qui sont agréées par l'État. Donc, quelle que soit l'école où vous allez à la fin de votre prépa, vous aurez un diplôme reconnu et donc garanti. Donc en fait, il faut savoir qu'en France, il y a, je crois, à peu près 200 écoles de commerce au total, mais des écoles qui sont sur concours, qui sont agréées par l'État, il n'y en a finalement pas tant que ça, il y en a une vingtaine, une trentaine. Donc toutes les écoles post-prépa, c'est des bonnes écoles, voilà, ça c'est important à dire. Donc la prépa en elle-même, c'est 2 ans, comme je vous l'ai dit, où vous étudiez des matières, donc en général une matière historique, une matière littéraire, des maths et des langues. Parfois, c'est pas très clair de c'est quoi la filière de la prépa éco. En fait, c'est simple, il faut voir le truc comme un arbre. Imaginez que vous avez 2 grandes branches au début. Vous avez la voie qui part sur la voie générale, donc pour tous les bacheliers qui ont fait un bac général, et la voie qui est technologique, qu'on va appeler la ECT. Donc vous avez la ECG et la ECT. La ECT, c'est assez simple, c'est toujours les mêmes matières, c'est donc management, gestion, droit, économie, lettres et philosophie, et langue. Et la voie ECG, c'est donc les maths, une matière historique, les langues et lettres et philosophie. Alors par contre, en voie ECG, vous avez 2 choix d'options à faire. Je pense que vous savez si vous allez faire votre rentrée. C'est soit vous prenez les maths qui sont les maths appliquées, soit vous prenez les maths approfondies. Et ensuite, pour la matière historique, soit vous prenez de la géopolitique, soit vous prenez de l'économie, qui est le prolongement de la SES. Donc vous avez ces choix d'options à faire. Si vous êtes dans la position, vous avez encore un choix à faire là-dessus. Moi, le conseil que je donne et que j'ai donné à tous ceux qui m'ont écrit sur Instagram il n'y a pas longtemps, c'est d'abord, choisissez la matière qui vous plaît. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'étudier pendant 2 ans une matière qu'on n'aime pas. Et puis, en vrai, c'est très sympa aussi d'étudier l'économie quand on aime ça et tout. J'ai envie de dire, évidemment, je dis des banalités, mais il faut y penser. Étudiez ce qui vous plaît d'abord. Et ensuite, réfléchissez aussi à qu'est-ce qui va vous faire gagner le plus de points. Ça se pose particulièrement pour les maths, parce qu'il y a un truc que les gens ne savent pas forcément sur le choix des maths, c'est qu'en fait les maths appliquées ont un plus gros coefficient à l'épreuve de lettres que les maths approfondies, qui ont un coefficient moindre. Donc en gros, si vous voulez, le profil simple, c'est que si vous êtes fort en maths et pas trop fort en lettres, prenez des maths approfondies, et si c'est l'inverse, prenez des maths appliquées tout simplement. Il y a une chose qui est assez importante à différencier, c'est qu'il faut faire la différence entre la matière et l'épreuve. En fait, vous avez des matières en prépa qui ont plusieurs épreuves au concours. Je pense notamment aux lettres et philosophie, où vous avez l'épreuve de dissertation d'un côté, grande épreuve, 4 heures sur thème, etc. Puis vous avez l'épreuve de synthèse de texte, qui est une épreuve différente, qui se prépare aussi avec cette matière. Parfois, vous aurez 2 profs différents, un prof de lettres, un prof de philo, parfois ce sera la même personne. Mais il faut bien différencier la matière et l'épreuve, notamment pour les oraux. Vous passez les concours en 2e année, en avril en général, et donc vous avez, entre le moment où vous rentrez en prépa et le moment où vous passez les concours, vous avez 1 an et demi qui vous sépare pour vous préparer. Donc en fait, ça passe bien plus vite que ce qu'on pense en général, parce qu'1 an et demi, en fait, c'est la moitié de votre lycée, quoi. Donc c'est vraiment rapide. Et ça, souvent, on s'en rend pas trop compte. Et je vais vous dire un truc, c'est normal d'être inquiet au début. C'est vraiment normal d'être inquiet parce que quand on arrive en prépa, déjà, en général, on avait un bon niveau au lycée. Beaucoup de gens qui avaient 16 de moyenne ou plus qui rentrent en prépa et qui ont des mauvaises notes au départ. Et franchement, ça c'est normal. Voilà. Donc je vais le dire tout de suite,
si jamais vous quittez la vidéo maintenant, pour que vous le sachiez. Mais sinon, on va en reparler un petit peu après. Maintenant, on va aborder le fonctionnement des concours. Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir que les concours, c'est pas si évident que ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais bien compris le mécanisme, mais que pour tous les étudiants, c'était pas forcément facile à voir comment ça marche le concours. Et en fait, il y a pas mal de subtilités qu'il faut prendre le temps de comprendre, d'y réfléchir, tout simplement. Alors, en prépa éco, retenez bien ça, c'est assez important. Vous avez 2 concours principalement à l'écrit. Je ne vais pas dire principalement, c'est 2 concours tout court. Vous avez le concours BCE et le concours Écrit-Com. Alors le concours Écrit-Com, c'est le concours qui marche pour 5 écoles. Et le concours BCE, c'est pour toutes les autres écoles, notamment le top 3, le top 5, etc. Alors, ce sont des épreuves différentes, qui se passent à un moment différent, c'est-à-dire à peu près à 1 ou 2 semaines d'écart. Ce sont des épreuves donc différentes, qui ont parfois un format différent. Je sais que les dissertations Écrit-Com sont souvent plus courtes que les dissertations BCE. Et en général, si vous voulez, on dit que Écrit-Com c'est plus facile que BCE. Je dis bien en général parce qu'il y a des cas où c'est pas vrai, notamment sur les maths. Je sais que les maths Écrit-Com sont quand même assez difficiles par rapport aux maths qu'on peut trouver à BCE. Voilà. Donc ça, c'est ces 2 grands concours principaux. Mais ensuite, il y a quelques subtilités qui viennent et qui rajoutent un petit peu de complexité. Alors, la première chose, c'est sur les épreuves. Donc déjà, évidemment, entre les banques d'épreuves, une épreuve ne va pas compter pour l'autre banque. Donc une épreuve de maths BCE ne comptera pas pour les épreuves Écrit-Com. Ça, c'est OK. Donc ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que chaque école peut proposer sa propre épreuve. Donc vous avez des écoles comme, prenons par exemple la dissertation de lettres et philo. Lettres et philo, vous avez HEC UM Lyon qui tous les ans conçoivent un sujet qui est donné du coup aux candidats. Mais vous avez aussi l'ESSEC et l'EDEC qui font un sujet de lettres et philo. Donc vous avez à chaque fois un groupe d'écoles qui fait son sujet. Et ensuite, vous avez les autres écoles qui ne sont pas conceptrices de sujets qui vont choisir quelles notes elles vont prendre. Est-ce que, par exemple, quelle école je peux vous prendre en exemple? Est-ce que Schema va prendre la note de la dissertation HEC EM Lyon ou est-ce qu'elle va prendre la note de la dissertation ESSEC EDEC? Voilà. Donc les autres écoles choisissent la note et en fait ça permet 2 choses. Ça permet déjà de limiter le risque d'échec, c'est-à-dire que si vous ratez une dissertation, au moins vous n'aurez pas raté la deuxième, donc vous aurez toujours peut-être une meilleure moyenne sur l'autre groupe d'écoles qui a choisi de garder cette note-là. Et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'on n'en met pas trop non plus. C'est-à-dire que chaque école ne fait pas son épreuve, parce que sinon il y aurait trop d'épreuves, ce serait trop fatigant pour tout le monde, et ce serait trop de logistique aussi, et tout ça. Donc là, par exemple, il y a 3 écoles qui utilisent la note de la dissertation ESSEC-EDEC. C'est l'ESSEC, l'EDEC et ICN qui utilisent cette note. Et pour les autres écoles, ils utilisent toute la note de la dissertation HEC UM Lyon. Voilà. Alors, c'est utile à savoir, particulièrement pour les épreuves de maths. Parce que souvent, dans les épreuves de maths, vous avez vraiment une habitude ou une tonalité de sujet qui est différente. Juste un format, on pourrait dire. À l'EDEC, par exemple, il y a souvent un gros problème de proba à la fin. Ce qui n'est pas le cas à l'EM Lyon, qui a souvent des exos un petit peu différents tout le temps, ni à HEC, qui met souvent des exos assez difficiles dès le début. Donc ça, vous avez des formats différents. Et en fait, ça vous aide à savoir, quand vous êtes en prépa, et surtout pour les 2e années, en fait, quelles écoles travailler. Donc si vous voulez rentrer, par exemple, à l'EM Lyon, entraînez-vous sur l'épreuve de mathématiques EM Lyon en particulier. Parce que ça vous fera prendre l'habitude du sujet, ça vous fera gagner des points à la fin, etc. Voilà, donc ça, c'est surtout bien à savoir en maths. Et après, en fait, ce qui suit, et ce qui est un peu plus difficile par rapport à ce qu'on a dit, c'est que chaque école peut décider de ses coefficients. Et donc elle décide de quelle épreuve elle utilise, et puis ensuite quel coefficient elle va utiliser. Par exemple, à Audencia, c'est une école qui communique beaucoup sur son enseignement de la culture, sur ses liens avec le secteur culturel, le cinéma, etc. Et en fait, sans trop de surprise, à Audencia, le coefficient de la dissertation de lettres est plus élevé que dans d'autres écoles.
Et c'est aussi la seule école qui propose un oral de culture générale avec HEC. Et donc en fait, les écoles filtrent les candidats selon leurs coefficients. Voilà. Donc en général, ça crée des résultats variés, si vous voulez. Ça veut dire que selon vos notes, vous serez admis à certaines écoles et à d'autres écoles, vous ne serez pas admis. Ce que je veux dire par là, c'est que les résultats au concours ne vont pas refléter le classement. C'est-à-dire que les écoles vont évidemment vous classer, mais selon vos coefficients, selon les coefficients qu'elles ont et les notes que vous avez. Voilà. Donc vous pouvez très bien, par exemple, avoir des bonnes notes sans être admis à une école qui est en dessous que l'école que vous avez. Est-ce que c'est clair ? Je ne sais pas si c'est très clair. Je suis désolé si c'est pas clair, mais bon, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Donc moi, ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est de passer un petit peu de temps sur Major Prépa. Vous allez voir les tableaux de coefficients et vous allez voir, il y a des choses hyper intéressantes. Enfin, je vous recommande en fait de prendre une petite après-midi là-dessus, de regarder pour quelles écoles, quelles sont les épreuves qu'elles prennent en compte et quels coefficients elles leur donnent. Vous allez apprendre des choses et surtout vous allez repérer un petit peu les écoles que vous visez et voir quelles sont les épreuves qu'elles utilisent et tout. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'après, ça va vous motiver dans votre travail, ça va aussi vous aider à organiser votre travail, à vous dire, tiens, je vais pas faire n'importe quel sujet de maths, je vais faire le sujet de maths pour l'école qui m'intéresse, ou je vais faire le sujet de lettres et philo pour l'école qui m'intéresse, etc. Ça, c'est aussi utile dans l'organisation. Il faut qu'on parle d'une question qui est importante et que, du coup, cette étudiante m'a posée sur Instagram, qui est: est-ce que la transition lycée-prépa est difficile ? Et je pense que c'est une question qu'on se pose tous au moment d'entrer en prépa. Et est-ce que moi je me suis posé ça ? Ouais, franchement, je me suis carrément posé cette question avant d'entrer en prépa. Ouais, franchement, la transition est dure. Pour moi, ce qui est difficile, c'est vraiment le mental. Ça joue sur deux choses importantes. La première, c'est que il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf et ça peut être dur de se dire j'ai plus de taf que je n'ai de temps. Ça, c'est vraiment à régler, à vous dire c'est normal, c'est la situation basique en prépa d'avoir plus de taf que de temps. Par exemple, quand je suis rentré à Henri IV en ESH, on m'a direct donné un poly copié. La prof nous a dit vous apprenez ça dans une semaine, 2 semaines, DS, examen sur le poly. Ok. Et la deuxième difficulté, c'est celle des notes et du niveau et de la perception de soi, du regard qu'on met sur soi quand on a des mauvaises notes. Il faut vraiment apprendre à décorréler votre confiance en vous de vos notes. Ça va être hyper important pour la prépa, sinon vous allez vraiment être en difficulté parce que vous serez stressé, vous vous sentirez pas bien. En fait, dites-vous que vos notes actuellement, c'est les notes que vous avez au début de la prépa et qui devraient représenter le niveau qui devrait du moins représenter la note que vous aurez au concours. Donc en fait, quand vous avez un 8 en début de prépa, en gros, c'est un signal pour vous dire mais tout va bien. ça veut dire tout va bien, ça veut dire tu n'as pas encore le niveau pour les concours, c'est normal, tu viens d'entrer en prépa. Donc c'est tout à fait normal. Et vous allez progresser en notes avec le temps. Jusqu'au concours, vous allez vous améliorer, vous allez progresser, vous allez monter, vous allez dépasser la moyenne, etc. Donc ça, vraiment, faut pas s'inquiéter pour les notes. L'état d'esprit à avoir, c'est de se dire, ok, là j'ai eu 6, j'ai eu 7, et je ferai mieux la prochaine fois, tout va bien, je vais juste bosser plus, ça va aller. Et à long terme, je verrai des améliorations. L'état d'esprit à ne surtout pas avoir, en revanche, c'est de se dire « Ah non, c'est foutu, là j'ai eu 8, c'est mort, je suis trop mauvais, je vais échouer, je vais pas y arriver et tout. » Donc en fait, je pense qu'il faut accepter de se prendre quelques coups à l'ego. Il faut réaliser ce shift-là, juste d'être plus à l'aise, voilà. Être plus à l'aise sur le travail et sur les notes. Mais ça se fait. Et franchement, moi je comprends que vous soyez en difficulté là-dessus au début. Et je préfère vous prévenir un peu à l'avance pour pas que vous soyez trop surpris ou que vous ayez trop de difficultés. Mais voilà, c'est un truc normal et tout le monde le vit. J'ai pas assez insisté là-dessus, c'est que en fait, tout le monde va être dans cette situation-là. À l'entrée en prépa, trop de taf, mauvaise note et tout. Donc c'est normal. Alors, l'étudiante m'a posé une autre question
qui est quels sont les facteurs qui font que les étudiants échouent en prépa. Déjà, le fond de ma pensée, c'est que personne n'échoue vraiment en prépa. Même ceux qui redoublent, qui font une cube ou qui font une bicarrée ou quoi. Parce qu'en fait, vous apprenez en capacité de travail, vous apprenez en culture, vous apprenez sur vous-même. Et puis vous avez toujours des portes qui sont ouvertes. Enfin, après une prépa, vous allez facilement dans des bonnes licences, voire des doubles licences, des choses comme ça. Donc même si vous n'avez pas d'école, quoi. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas littéralement d'échec en prépa. Alors ensuite, si on entend l'échec comme ne pas réussir à intégrer l'école que l'on veut intégrer, ce qui est tout à fait entendable. Pour moi, il y a 3 facteurs importants. Le premier, c'est de ne pas changer d'état d'esprit, comme je vous l'ai dit. L'état d'esprit de travailler à court terme pour les notes, qui peut être celui qu'on a au lycée. Si vous ne changez pas ça, c'est pour moi un facteur important d'échec. L'état d'esprit à avoir, comme je viens de vous le dire il y a quelques minutes, c'est vraiment long terme. Long terme, peu importe ce qui se passe à court terme, je veux m'améliorer à long terme. Je bosse pour le long terme, je bosse pour les concours. Et les notes, c'est juste un repère. Voilà, ça ne définit pas qui je suis. Voilà, donc ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est la première chose. Ensuite, le point numéro 2, qui je pense est aussi important, c'est ne pas écouter les conseils. Y a trop de gens qui n'écoutent pas les conseils. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, l'an dernier, par exemple, et je vous avoue que j'étais un peu énervé avec cette histoire. Il y a quelqu'un qui m'écrit par mail. Il m'envoie un mail, il m'envoie une introduction qu'il a fait en dissertation, et il me demande de la corriger, en tout cas de lui donner quelques indications sur comment il pourrait s'améliorer et tout. Donc moi je lis son introduction, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Vraiment, il y avait plein de trucs, déjà la méthode n'était pas bien respectée, ou juste à moitié. Puis il y avait pas mal de soucis, même sur la forme, sur l'orthographe, ou même... Bon, bref, il y avait des trucs qui n'allaient pas en méthode, quoi. Je lui ai fait un bon retour, je lui ai écrit quelques lignes et tout de retour pour lui dire qu'il pouvait travailler là-dessus. Alors voilà, Tipa, qu'un mois plus tard, il m'écrit, il me renvoie une introduction, il me demande de lui faire un retour. Et là, il avait fait exactement les mêmes erreurs que ce qu'il m'avait fait dans le premier mail. Et j'étais énervé parce que je me suis dit, mais il me fait perdre mon temps, c'est-à-dire il aurait pu juste aller relire le mail que je lui ai envoyé la dernière fois, où j'étais précis, j'ai pris mon temps pour lui expliquer les trucs. Là, je vais juste lui faire un copier-coller de mon autre mail. Et là, je me suis rendu compte, en fait, il y a des gens qui vont t'écrire juste pour être rassurés, juste pour dire « Ah tiens, j'ai envoyé mon introduction à Mathis pour qu'il me fasse un retour. » Et voilà, tout va bien. Mais pas du tout. Je te donne des indications, écoute-les, quoi. Et en fait, je pense, si ça c'est pour moi, c'est clairement le cas aussi avec les profs. Les profs vont vous dire des choses, écoutez-les. Écoutez-les, vraiment. C'est vos meilleurs coachs, les profs. Enfin, ils vont vous connaître, ils vont vous suivre sur l'année, peut-être sur 2 ans. Écoutez-les. Surtout sur les premiers devoirs, les premières colles, les premières dissertations. Tous leurs conseils, tout ce qui est écrit en rouge, il faut le noter, il faut le retenir et il faut ne plus faire l'erreur. Moi, il y a un truc que les gens conseillent de faire, que j'ai toujours trouvé un petit peu inutile, mais je vais quand même vous le donner parce que ça pourra peut-être vous aider. C'est de vous faire un carnet des erreurs. Vous faites un petit carnet ou une feuille sur lequel vous écrivez toutes les erreurs que vous ont fait remarquer vos profs et vous le relisez régulièrement et vous essayez de ne plus les refaire. Et avant chaque épreuve, vous relisez ce truc et vous réfléchissez activement à ne pas faire ces erreurs-là. Je suis sûr que ça va vous aider. Mais vraiment, écoutez les conseils. Et ne pas écouter les conseils, c'est vraiment un facteur d'échec en prépa. Si vous restez persuadé que vous faites le bon truc, que vous avez raison, quoi qu'il advienne et tout, bah non en fait, les gens qui vous évaluent sont là pour vous aider. Et si vous dites que ça va pas, c'est que ça va pas, et donc il faut changer parce que ça va avoir des effets sur les résultats au concours, quoi. Alors, le troisième truc qui est important pour moi, qui est un facteur d'échec en prépa, c'est de ne pas travailler efficacement. C'est pas facile à dire, et j'ai eu cette discussion en plus il n'y a pas longtemps, mais c'est un truc qui n'est pas facile à dire parce que souvent les gens vont se dire, ou les étudiants ou vous-même, vont se dire mais en fait je travaille déjà beaucoup, je suis fatigué, j'en fais beaucoup, donc je travaille bien et tout. Il y a vraiment une différence entre travailler bien
et travailler beaucoup. Mais il y a un truc qui m'avait beaucoup surpris, par exemple, quand moi j'étais en prépa, c'est que, bon, souvent je participais à des, pas comment on appelait ça, je crois, des webinaires faits par les écoles de commerce, et vous aviez les étudiants qui expliquaient, qui avaient intégré, qui expliquaient comment ils avaient fait, les conseils qu'ils pouvaient donner et tout. Et il y a un jour, j'écoutais un truc comme ça, et puis il y a un étudiant de HEC qui disait, bah oui, bah moi je me couchais à 22h tous les jours, 22h30 maximum, je me levais à 7h, je travaillais et tout. Et moi à ce moment-là, je travaillais genre jusqu'à 1h du matin pour faire des mathématiques et tout. J'avais testé un peu tout. Et je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il fasse ça ? Et en fait, juste, bah, il travaille efficacement. Et ça, c'est un truc dont il faut se rendre compte. C'est-à-dire, le travail efficace n'est pas corrélé à la quantité de travail. Si vous faites des longs horaires, réfléchissez vraiment sérieusement à est-ce que vous êtes efficace quand vous faites ça ? Un truc qu'il faut vraiment faire, je pense, quand vous rentrez en première année de prépa, c'est de ne pas trop travailler dès le début, parce que vous allez perdre beaucoup de temps et être très fatigué, juste en faisant beaucoup d'heures de travail, alors que votre travail ne sera peut-être pas efficace du tout. Donc ça, il faut faire vraiment attention à ça. L'efficacité, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps que vous prenez, ça va venir avec la charge de travail aussi. Je pense qu'il faut vraiment faire un état des lieux de temps en temps de est-ce que je suis productif, est-ce que ma semaine est productive. Et je pense qu'il faut y réfléchir au quotidien, quand vous utilisez, dans une journée par exemple, à quel point est-ce que vous utilisez vos réseaux sociaux par rapport au travail, est-ce que vous avez l'impression de travailler en allant sur les réseaux, ou même est-ce que vous utilisez les temps de trajet pour travailler, ou pas, à quel point. Je pense qu'il y a plein de questions comme ça à se poser, qui peuvent vous aider à gagner en efficacité dans le travail. Et parfois, je pense qu'il faut aussi juste accepter de travailler moins, mais juste que quand on travaille, c'est efficace, quoi. Voilà. Je pense, faut démystifier un petit peu ça. Et moi, quand je vous disais, je le disais en vidéo en deuxième année de prépa, quand je vous disais que je travaillais 8 heures après les cours et tout, quand j'étais en deuxième année de prépa et que je vous disais ça, c'était vraiment du travail efficace. C'est-à-dire vraiment, je ne perdais pas de temps, j'étais efficace. Il y a certaines périodes de travail qui étaient un petit peu plus relâchées, notamment quand je faisais de la culture générale, j'écoutais des podcasts ou quoi. Certaines périodes de travail qui étaient plus focus sur les mathématiques par exemple, ou quand je faisais du Anki. Et je pense, quand je disais je fais 8 heures de travail après les cours, c'est vraiment 8 heures efficaces. Et c'est pas tout le monde, et ça vraiment faut en avoir conscience, c'est pas tout le monde qui peut faire 8 heures de travail efficace comme ça d'un coup, là on entre en prépa, hop c'est parti. Non, et cherchez pas à recopier ça si vous en sentez pas capable, voilà. Je pense qu'il faut trouver votre rythme. Trouvez votre rythme, et surtout quand vous allez commencer la prépa, prenez votre temps. Voilà, prenez vraiment votre temps. Une autre question que m'a posée l'étudiante, c'est est-ce qu'il y a un thème de culture générale en première année de prépa ? Non, il n'y a pas de thème. Ça, c'est important à savoir. Parce qu'il y a des gens qui bossaient du coup, parce que cet été je faisais des posts Instagram sur le thème des deuxièmes années, la violence. Puis il y a des gens en première année, ils m'ont écrit, qui rentrent en première année, ils m'ont dit mais c'est génial, ça m'aide et tout. Je leur ai dit mais non, mais tu vas pas travailler la violence pour les concours, donc merci beaucoup, mais ça va pas t'aider. Et donc voilà, il n'y a pas de thème. Vous pouvez pas préparer le thème maintenant parce que le thème est dévoilé, je crois, à la fin de l'année, ça doit être mars-avril. Dans ces eaux-là, il est dévoilé le thème de l'an prochain. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est bosser la culture générale. Et croyez-moi, s'il vous plaît, croyez-moi, ça vaut le coup de bosser la culture générale. Ça vaut vraiment le coup parce que plusieurs arguments. Déjà, ça va vous servir dans votre dissertation de première année de lettres et philo. Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps en disserte et vous allez vraiment pouvoir élaborer des réflexions, argumenter avec des références que vous avez travaillées, que vous connaissez. Ce qui est important. Ensuite, ça va vous servir dans toutes les matières, en fait, la culture générale. Le nombre de dissertations en économie, en sociaux, même en géopo, qui peuvent faire un bon usage de la culture générale, il est vraiment important. Il est vraiment important. Il y a plein de références, d'idées que vous pouvez avoir en lettres et philo, que vous pouvez réutiliser dans d'autres matières, que ce soit des matières historiques, que ce soit les langues notamment. Voilà, ça compte. Et puis ensuite, vous avez les oraux.
Vous avez les oraux, et ça compte aussi, que ce soit pour l'épreuve HEC, donc la CSH, clairement une épreuve de culture générale, l'épreuve de DENSIA aussi, mais aussi les entretiens en général. Voilà, vous pouvez avoir un entretien, par exemple, qui part sur un de vos voyages, je sais pas, vous êtes parti, vous avez fait 1 mois d'échange au Royaume-Uni, par exemple, et à ce moment-là, la discussion pourrait très bien partir sur, dans ce cas, parlez-nous de vos auteurs anglo-saxons préférés. Bon, si vous n'en avez pas lu, si vous n'avez pas de connaissances là-dessus, ça va être compliqué. Et même que ce soit en économie, voilà, ça peut aider tout le temps. Donc vraiment, travailler la CG, même s'il n'y a pas de thème pendant l'année, essayez de le bosser. Voilà. J'en profite pour dire que dans la formation, vous avez 40 vidéos de culture générale avec Jean-Gabriel qu'on a tourné. En gros, chaque semaine, on vous présente un auteur. Et ensuite, vous recevez des liens pour approfondir des podcasts et tout, et des petites cartes en qui vous résument ce que vous avez vu sur l'auteur, ce qui vous permet de bosser des auteurs facilement toute l'année et d'avoir à la fin de l'année une bonne connaissance de grands auteurs, de grandes références en culture générale, ce qui est hyper utile pour la suite, quoi. Une autre question que l'étudiante m'a posée, c'est « j'ai peur de ne pas en être capable de faire une prépa. Est-ce que ça vaut le coup de faire une prépa ?» Alors pour moi, ça vaut toujours le coup de faire une prépa. Enfin, pour moi, il y a vraiment deux facteurs vraiment importants dans faire une prépa. C'est acquérir de la force de travail et acquérir une bonne culture générale. C'est vachement sous-estimé. Surtout qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, etc., c'est la culture générale qui va vous sauver, quoi. Si vous avez des connaissances basiques en comptabilité, dans un truc comme ça ou autre, ça peut être facilement remplacé. Si vous avez une bonne culture générale, que vous êtes capable de mettre en relation des réflexions de lettres et de philo, des mécanismes économiques, que vous avez une rigueur logique, mathématique, là vous avez un point fort sur les autres personnes. Et même il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui a discuté avec le directeur de HEC, qui a assuré que oui, les grandes entreprises américaines, les grands cabinets de conseil et tout, sont fans des étudiants de prépa. Parce que ils ont de la culture, ils travaillent, ils ont un bon esprit logique et tout. Et la prépa, c'est une filière qui est vachement valorisée, quoi. Qui est vachement valorisée. Donc ça, vous l'avez en prépa. Maintenant, évidemment, on n'est pas chauvin. Vous pouvez très bien acquérir une bonne capacité de travail, une bonne culture dans d'autres filières que la prépa ou en faisant des trucs par vous-même ou quoi. Mais il faudra bosser plus tard. Voilà, c'est ça que je vous dis. Si vous êtes par exemple ambitieux, vous voulez aller en cabinet de conseil, en banque ou quoi, vous n'avez pas fait de prépa, il y aura de toute manière un moment où il faudra bosser plus que les autres. Que ce soit en licence pour avoir le meilleur dossier de toute la licence, que ce soit en banque pour se démarquer de tout le monde, etc. Il y aura toujours un moment où il faudra bosser plus que les autres. L'intérêt de la prépa, c'est que vous faites ça juste après le bac, et après, on vous donne un diplôme, on vous dit c'est bon mon gars, t'as passé la prépa, t'as passé la grande école, on reconnaît que t'es doué, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je schématise, ok, je sais. Bon. Alors ensuite, il y a 2 questions sur les écoles de commerce. D'abord, c'est est-ce que je pourrais payer l'école ? Alors, il y a plusieurs solutions pour payer une école de commerce. Déjà, évidemment, il y a des prêts. Il y a souvent beaucoup de prêts qui sont faits. Il y a parfois des prêts à taux zéro aussi, notamment pour les étudiants boursiers. Après, je crois que c'est pas exactement les mêmes critères. Bon, je sais plus trop. Donc voilà, il y a des prêts, c'est faisable de faire un prêt, c'est vrai que c'est toujours un poids, mais c'est faisable, surtout parce qu'en général, les salaires à la sortie d'école de commerce sont assez élevés, surtout si vous choisissez bien vos métiers, j'ai envie de dire. Si vous allez en finance, si vous allez en conseil, vous aurez a priori de meilleures rémunérations que si vous faites du marketing. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité qui est quand même qui est de plus en plus courante, en fait, c'est l'alternance. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent de l'alternance. Je sais que par exemple Montpellier Business School est l'une des meilleures écoles en alternance. Je crois que presque tout le monde là-bas est en alternance. Et en fait, quand vous êtes en alternance, vous pouvez demander à votre entreprise de prendre en charge vos frais de scolarité. Donc ça peut fonctionner comme ça aussi. À l'ESSEC aussi, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup par contre. Et une troisième option que moi je vois, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle auquel j'ai pensé en tout cas, c'est les fondations et les bourses. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles qui ont des fondations
Je sais que HEC a la fondation HEC qui est très active. Il y a une fondation à l'EDEC aussi, ou dans d'autres écoles. Après, vous avez aussi des réductions de frais de scolarité par échelon de bourse. Alors, il me semble qu'à l'ESCP, si vous êtes boursier échelon 4 ou plus, toute votre scolarité est gratuite. Financer son école, c'est possible. Voilà, dans tous les cas, il y a des solutions. Et dans tous les cas, vous avez des référents frais de scolarité, égalité des chances dans les écoles que vous pourrez contacter pour leur poser plus précisément les questions. Ils pourront vous rediriger vers les acteurs locaux, vers les bons interlocuteurs, etc. Donc ça, je pense, voilà. C'est une question importante, mais quand vous rentrez en prépa, c'est pas la question prioritaire. Une autre question que je trouvais intéressante, c'était est-ce que les étudiants trouvent facilement un travail après l'école de commerce? Eh ben, j'ai cherché les stats, mais je les ai pas trouvées, j'ai peut-être pas bien cherché. Mais oui, non, clairement, on trouve facilement un taf. Après, il faut regarder par master, précisément, quelle école, quel master, etc. Mais oui, clairement, ouais. Quand vous sortez du top 3, en général, il y a genre 98% des étudiants qui ont un emploi dans les 3 mois, quoi. Il me semble, il y en a aussi beaucoup qui sont recrutés avant d'être diplômés. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous souhaite une bonne rentrée et on se dit à bientôt. Salut!